bonsoir. Vidéo que j'enregistre. On est le 3 janvier, je ne me trompe pas. Dimanche, lundi, mardi. 1, 2, 3. Oui. Vous voyez, je sais même plus où l'on est. Eh bien, en voyant une vidéo de Jordan ce matin, qui faisait lui-même aussi cette petite séquence à l'extérieur, qui se remettait de ses festivités, je vois que je suis pas le seul à avoir besoin de prendre l'air, de digérer, de me remettre de ces... de ces repas pantagruéliques. Et je vous dis que c'est compliqué quand on change d'habitude alimentaire, parce qu'il s'agit de deux fêtes successives, Noël et Jour de l'An. Et puis même si on cherche à passer ces moments-là dans une forme de simplicité, c'est plus fort que nous. Il faut changer nos habitudes alimentaires. On mange beaucoup plus. Et puis, à la rigueur, comme disait Jordan, j'ai vu sa vidéo ce matin, il disait on se gave, et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Puis on est obligé de... C'est comme si on était sonné, malade, pas bien, crise de foie, et chocolat, je ne sais pas. Chaque fois c'est la même chose. Pourtant je suis pas parmi ceux qui appréhendent ces festivités avec, comment dire, avec le plaisir de, justement, de ripailler, etc. Mais malgré tout, on est pris dans la nasse et on mange plus que d'habitude. Et puis on n'est pas bien après. C'est trop d'alcool, trop, et c'est vrai qu'après je suis pas bien. Ça fait 3 jours que je suis pas très bien. Je me sens lourd, j'ai mal à la tête, j'ai besoin de faire une disette pour récupérer un peu des forces. Et là, je dis, il faut que je sorte absolument parce que ça va pas de rester dans la maison comme ça va pas du tout. Donc il a fallu quand même que je me stimule pour sortir, vous voyez. Et je pense qu'on est un peu tous un peu patraques comme ça après les fêtes. On est un peu tous la tête un peu prise comme ça. On n'a pas forcément les idées claires, c'est ce que disait Jordan. Il semblerait que le fait d'avoir ingurgité comme ça une nourriture dont on n'est pas habitué, bien que ça nous encombre un peu aussi l'esprit et que les idées se mélangent un peu là-haut. C'est pas agréable comme sensation. C'est pas agréable du tout. J'ai eu des gros problèmes de digestion. Encore là. Remonter. Il va falloir retrouver une forme de stabilité et puis aussi quelque chose de plus sain, une nourriture plus saine pour avoir à nouveau les idées claires. Alors donc du coup ça y est, on aborde c'est une saison nouvelle, je dirais. Une saison, c'est la saison 2023. Et qu'est-ce qui va se passer? Vers où on va? Et de quelle manière nous allons passer ces épreuves qui sont là devant nous, qui pointent déjà leur nez. Alors vous avez vu, il y a les commerçants, il y a les boulangers, les restaurateurs,
on en avait déjà parlé, qui montent au créneau parce que ils peuvent plus payer leur facture d'électricité. Évidemment, quand j'ai vu ces gens collaborer avec l'État pendant la crise sanitaire, le pass sanitaire, etc., on peut dire qu'on a vu beaucoup de restaurateurs collaborer parfois avec un certain zèle, avec les mesures liberticides de l'État, sans prendre conscience que on était en train de vivre quelque chose d'absolument comment dire, exceptionnel concernant, si vous voulez, un mécanisme d'intolérance, de délation. Et c'est vrai que aujourd'hui, les personnes qui sont touchées, à l'époque, je ne les ai pas tellement entendues manifester contre le pass sanitaire, contre les mesures liberticides, concernant leurs clients qu'on ne reconnaissait plus, qui étaient marginalisés. Et c'est vrai que certains restaurateurs, eh bien, ont voulu absolument se laisser domestiquer, être gentils, cocher encore toutes les cases du bon citoyen, et n'avaient pas compris que déjà, je parle même pas des gilets jaunes, mais déjà, à l'époque du pass sanitaire, il aurait fallu immédiatement que toute la profession se mobilise pour pas jouer les flics, parce que même certains allaient jusqu'à vérifier, à se transformer en flics et vérifier l'identité des gens pour voir si elle correspondait à leur passe sanitaire. On a assisté à ça, messieurs les restaurateurs. Alors aujourd'hui, je suis bien triste que vous soyez dans la mouise, bien triste que vos factures d'électricité augmentent, mais je vous ai d'une part pas beaucoup entendu quand les gilets jaunes, ces fameux gilets jaunes qui étaient des ouvriers, des petits artisans, des gens qui subissaient déjà l'inflation concernant le prix de l'essence, se mobilisaient et venaient le samedi après-midi, c'est-à-dire leur jour de congé, manifester. Je voyais pas beaucoup de restaurateurs à l'époque qui étaient solidaires, ni de boulangers d'ailleurs. Et puis, comme toujours, la roue elle tourne. La roue elle tourne. Les gilets jaunes de la première heure ont compris qui ils avaient en face à eux. Ils ont compris qu'il n'y aurait pas de solidarité dans le pays. Ils ont compris que ça ne servait à rien de se battre pour les autres. Parce qu'en réalité, il s'agissait aussi de se battre pour la société entière, de ces injustices, de cette corruption, de cette mafia qui détient le pouvoir. Et il s'agissait de la dénoncer. Mais à l'époque, évidemment, certaines catégories sociales n'étaient pas concernées. Et, comme par hasard, aujourd'hui, ces mêmes catégories sociales qui à l'époque ne se sentaient pas concernées, sont concernées aujourd'hui. Et sont eux-mêmes prêts à manifester. Parce que, c'est pas juste, payer l'électricité trop cher, c'est pas bien. Oui. Oui, et puis plein d'autres choses viendront. Les suspendus, rien à branler, hein, les suspendus. Ça ne concerne pas, c'est des gens qui n'ont pas voulu se faire pic-pic, c'est des complotistes. Vous savez, chacun vit dans sa petite bulle, dans sa petite corporation, bien au chaud, et tant que sa corporation n'est pas impactée, on est indifférent à ce qui se passe. On est indifférent toujours de se préoccuper de l'autre qui n'appartient pas à ta classe d'âge, à ta corporation. Et donc tu restes indifférent. Jusqu'au jour où toi tu es impacté. Et tu aimerais que les autres, tu aimerais sensibiliser d'un seul coup, les boulangers veulent sensibiliser la terre entière concernant leur profession, ils passent dans les médias parce qu'ils voudraient qu'on s'inquiète de leur sort, qu'on s'inquiète de leur devenir. Ah oui, idem pour les restaurateurs. Mais qu'avez-vous fait pour les soignants suspendus? Qu'avez-vous fait pour les gilets jaunes qu'on a matraqués, massacrés? Avez-vous été solidaires? Avez-vous fermé vos vitrines le jour où
ces gens-là venaient en province, ces mêmes gens qui vous faisaient vivre, parce que c'est la petite classe moyenne, celle qui fait vivre le boulanger du coin, le restaurateur. Quand ils se sont retrouvés en difficulté, avez-vous pensé à eux? Non. Non, parce que vous aviez tout de suite envie de prendre parti pour un gouvernement qui se voulait répressif face à des casseurs. Casseurs que vous avez amalgamés avec ces gilets jaunes sans imaginer une seule seconde qu'il pouvait y avoir de l'instrumentalisation, de l'infiltration de certaines personnes qui cherchaient à détruire le mouvement de cette manière-là, en le décrédibilisant par quelques petits saccages à droite à gauche. Vous savez, ça, eh bien l'élite, celle qui finira là-haut, sur une autre planète, où tout sera doré pour elle, elle se régale de ces divisions. Elle se régale de cette bêtise. Parce que le peuple est très très bête. Le peuple est un peuple d'abrutis qui n'a pas compris que ce qui arrivait à son voisin, eh bien ça allait lui arriver un jour. Donc ça tourne comme ça. Puis un jour ce sera pareil pour les policiers. Ce sera pareil pour les CRS qui ont tapé sur les gilets jaunes, qui ont réprimé les gilets jaunes, des gens de 50, je dis toujours, des vieux, des paralysés, des handicapés, parce qu'il y avait des handicapés parmi nous. Ah là, je les ai vus, même frapper des handicapés. Ces mêmes policiers qui appartiennent à la même classe sociale. Ils ont défendu un système corrompu, une mafia corrompue. On le sait. Et un jour, ils seront eux-mêmes touchés par cette élite qui n'hésitera pas à les traiter comme des esclaves, des moins que rien, et à s'essuyer les pieds dessus. Mais ils ont défendu leurs bourreaux. En fait, on défend toujours nos bourreaux, parce que c'est l'ordre, c'est l'autorité. Plein d'études là-dessus, sur l'ordre, l'autorité, etc. Et donc ça tourne comme ça tourne indéfiniment, parce que chacun reste indifférent à ce qui se passe à côté. On pense toujours que ça ne nous concerne pas. Alors ça ne me concerne pas, moi je suis dans ma petite bulle, confort, avec ma petite femme, mes gamins qui font leurs études, tout va bien. Je m'en fiche des aides-soignants, puis aujourd'hui je m'en fiche des boulangers. Évidemment, ça tourne, et l'indifférence elle est toujours là. Qu'est-ce que vous voulez? Quand le peuple ne comprend pas que l'intérêt des autres, c'est son intérêt, que quand une partie de lui-même, son bras, sa jambe, sa main est martyrisée, eh bien c'est lui qu'on martyrise indirectement. Et quand on n'a pas conscience qu'on fait partie d'un même corps, eh bien le corps se désagrège et chacun dans sa partie va mourir tranquillement. Oui, les boulangers, les petits commerçants, tout ça vont mourir. Les petits restaurants vont mourir. C'est déjà le cas à Paris. Pas de resto qui ferme. Ah oui. Vous auriez aimé que des gilets jaunes viennent vous soutenir, viennent vous épauler dans vos manifestations, dans vos revendications, mais non. Non, on ne se mélange pas. Les soignants, parfois pareil, se sont pas mélangés non plus. Ils ont voulu faire leurs petites revendications, parfois dans leur coin, sans se mélanger aux gueux. Donc allez-y, vous avez la monnaie de votre pièce aujourd'hui. Vous avez la monnaie de votre pièce. Et donc, et maintenant, ça va être la retraite à 65 ans. Ah oui, je suis pas concerné, j'ai 30 ans, de toute façon, j'aurai jamais de retraite. Oui, tu dis ça aujourd'hui, mais demain, quand tu auras 65 ans, 67 ans, et que tu seras encore en train de taffer, et que tu seras dépassé, que tu n'auras plus l'esprit pour travailler, qu'on te donnera peut-être un RSA, s'il y a encore le RSA, et que tu seras dans la merde, que tu pourras même pas te payer une femme de ménage pour t'aider, entretenir ta maison, ton jardin, etc. Tu verras ton irresponsabilité d'aujourd'hui quelles seront les conséquences pour toi demain, qui pense que la retraite à 65 ans c'est rien. Parce que la retraite à 65 ans, ça veut dire beaucoup de personnes qui vont être obligées de travailler jusqu'à 67, 68, 69 ans, c'est-à-dire l'enfer, quoi.
Déjà, ce qu'on avait vu aux États-Unis, quand j'y étais allé, il y a une partie des vieux qui travaillent jusqu'à 80 ans, 75 ans, dans les supermarchés, qui remplissent les sacs, etc. Ça m'avait quand même choqué à l'époque. Et ça va arriver en France, tout ça. Mais ceux qui sont à la retraite s'en balancent complètement. Hein. Continuons à voter Macron, parce qu'eux, ils sont pour. Il y a eu des sondages de fait, et les gens qui sont à la retraite, qui eux ont eu la retraite à 60 ans, ils sont pour que les autres l'aient à 65. Cette génération tellement égoïste, tellement égoïste. Oui, je suis obligé de le dire, puisqu'ils ont voté Macron pour beaucoup. Grosse partie ont voté Macron, on va pas revenir là-dessus, on le sait, les sondages et tout. Donc, vous allez passer à 65 ans, et vous n'allez même pas moufler. Non, vous bougerez pas. Parce que beaucoup estiment que ça les concerne pas, et puis d'autres sont fatigués d'avoir un certain temps manifesté, beaucoup payé, et que personne n'a bougé. Bon, la roue elle tourne. Et à nouveau, vous allez avoir 65 ans. Alors je vous dis pas déjà que à 62 ans, c'est compliqué d'avoir ses retraites quand vous avez pensé quelque chose. J'ai toujours pas mes retraites de certaines caisses complémentaires. J'attends encore après 2 caisses. C'est infernal. Vous verrez bien quand vous aurez 1000 € par mois comme tout le monde. Parce que tout le monde va se retrouver avec 1000 € en gros. Ce qui veut dire que vous pouvez pas vous en sortir. Vous êtes bloqué chez vous et c'est la galère. Donc c'est ça qui nous attend et on y va. On y va tous en chantant, on y va tous résignés. Parce que à chaque fois, c'est une partie de la population qui est touchée, pas toute la population. Moi, je suis pas concerné, donc je fais rien. Je me mobilise pas, c'est mon voisin qui est concerné. Et cet individualisme, cette bêtise individualiste, c'est la tombe que vous êtes en train de creuser. Votre individualisme, c'est cette tombe, c'est la pioche que vous prenez, la pelle que vous prenez pour creuser de votre propre tombe. L'individualisme, c'est la mort. L'individualisme, c'est l'horreur. L'individualisme et le manque d'empathie, c'est cette fameuse spiritualité, vous savez, bisounours, qui consiste à dire « Ah, faut pas être négatif, faut être positif. Oh, Jésus va venir nous sauver. Jésus va venir nous sauver, et puis il y aura l'éveil des consciences. » Il est en train d'avoir l'éveil des consciences, et puis il faut monter nos vibrations, parce que si on monte pas nos vibrations, c'est pas bon. Donc il faut s'éloigner des personnes qui ont un discours négatif. Et nous, entre nous, nous sommes des éveillés et des gens très positifs, et tout va aller bien demain. Bon, ceux qui disent ça, c'est des gens qui ont encore de quoi manger, c'est des bourgeois en général, qui s'emmerdent dans la vie, qui font quelques stages dans l'année de yoga, et qui vont à Auroville, et qui se la pètent entre eux un peu comme ça. Donc ils vont vous ramener leur science et leur quelques lectures d'ésotérisme. Ils vont vous dire, ah oui, c'est toi qui génères ton destin parce que tu as une vision négative de ton avenir. Mais si tu as une vision positive, tu verras, il t'arrivera que des choses heureuses, tu ne tomberas pas malade, tu n'auras pas de cancer et tout ça. Quand ils recevront des bombes sur la gueule, je ne sais pas si leur vibration positive les sauvera. Donc en réalité, si vous voulez, vous avez une catégorie de la population qui vit dans un fantasme spiritualo, New Age, tout ce que vous voulez, et qui est en train de se réfugier là-dedans, parce qu'en réalité, intérieurement, ils sont paniqués par la réalité. Ils sont paniqués. Et ils se réfugient là-dedans comme une forme de drogue dont ils se nourrissent. Et puis, vous avez les matérialistes qui veulent tirer leur épingle du jeu et qui se disent « Ah ben moi, de toute façon, vous pouvez crever, de toute façon, moi, je vais m'en sortir. Moi, je vais m'en sortir. » Et donc, ouf. Et donc on est coincé. On est coincé.
Quant à l'élite, je les fréquente pas. Je sais pas ce qu'ils pensent, je sais pas comment ils pensent, je sais pas comment ils fonctionnent. On voit à peu près quel est leur plan, on voit quels sont leurs objectifs. Est-ce qu'ils s'entendent tous? Pas sûr. Il y a des rivalités de pouvoir, certainement. Il y a des pressions. Il y a même peut-être des crimes qui sont commis en haut lieu vis-à-vis de ceux qui penseraient différemment ou qui représentent un obstacle. Il doit y avoir au niveau des élites des combats, des rivalités et même des rivalités parfois saignantes. C'est fort probable. On peut difficilement en parler quand on n'en fait pas partie. Il faudrait en faire partie pour savoir aussi où ils en sont. Mais le projet, il est que de toute façon, nous, les grouillots, eh bien, on est en train de s'auto-détruire entre nous par indifférence. Par indifférence de ce qui arrive aux voisins. Par indifférence de ce qui arrive à l'autre qui souffre à côté. Ce manque d'empathie, vraiment, ce manque de solidarité et cet individualisme que l'on constate même dans les familles, qu'on constate entre frères et sœurs, entre parents et enfants, etc. Eh bien, c'est ça la raison de notre échec. Il suffirait simplement d'avoir un peu d'empathie. Il suffirait simplement de penser un peu aux autres, de penser à ceux qui souffrent, de penser à ceux qui sont en difficulté financière, de penser à ceux qui sont malades, de penser à ceux qui se font manipuler. Il suffirait simplement de penser un peu aux autres et ça changerait la donne. C'est ça qui changerait la donne, c'est la solidarité. C'est cette solidarité que nous pourrions avoir simplement, une solidarité déjà morale, mentale, solidarité, je dirais presque sensitive. Si déjà il y avait ça, s'il y avait cette perception, mais non. On est bien enfermé dans notre petite bulle, dans notre petite voiture, dans notre 3008 Peugeot, à essayer d'impressionner le voisin parce qu'on veut lui faire croire qu'on a réussi dans la vie. Ben, si on sortait de tous ces schémas absurdes et qu'on essayait de se solidariser, de se comprendre, de comprendre nos points de vue différents, nos souffrances, nos limites également, eh bien, évidemment que ce serait le début d'un véritable changement. Si il y a un changement, il ne se fera que de cette manière-là. Si notre condition doit évoluer, elle ne se fera qu'à ce prix-là, c'est-à-dire du partage, de l'échange et de la solidarité. Pas de la solidarité à sens unique, pas toi t'es un pigeon et je t'exploite, non, c'est donnant, c'est réciproque. Je suis solidaire, tu es solidaire, on est solidaires les uns des autres, il y a une réciprocité. Et ça, c'est trop demandé actuellement, c'est trop. C'est une exigence trop forte. Vous savez, quand j'ai été salarié, employé, j'ai vu à quel point il y avait une misère intellectuelle, une misère morale, une misère chez les petits employés. Je parle même pas des cadres. Je parle pas de l'encadrement qui vivait dans sa propre tour d'ivoire. Non, je parle des petits employés. Il y avait une méchanceté incroyable entre petits employés. Il y avait de la rivalité et de la mesquinerie qui était confondante, tellement elle était bête, stupide. Et là, pour mon dernier emploi, j'ai vu à quel point la qualité des employés de base, je dirais, comment cette catégorie d'employés
médiocre, médiocre moralement, médiocre même, je dirais presque intellectuellement, à tout point de vue. Il y avait une médiocrité, une bassesse inouïe. On les voyait se déchirer les uns les autres, et je voyais aussi une forme de déférence par rapport à la hiérarchie incroyable, une soumission, mais presque, comment dire, indécente. Une soumission, mais inouïe. Je serais vendu père et mère pour avoir leur petit plus, leur petit A++, vous savez, la notation, pour avoir leur petite prime de 200, 300 € annuels. Et ce sont des gens qui se seraient prostitués pour avoir une prime à la fin de l'année. Mais je ne vous parle pas d'une prime de 10 000 €, de 20 000 €, je ne vous parle pas d'une prime même de 1 000 €, je vous parle d'une prime de 200 €, de 300 €. J'ai vu des grouillots comme ça, moi je les appelle des grouillots, se battre et se déchirer entre eux pour des mesquineries inouïes. Et, qui plus est, aussitôt qu'ils constataient une faille chez quelqu'un, ils se précipitaient afin de se mettre eux en valeur, ils se précipitaient pour essayer de dénoncer auprès d'une hiérarchie complaisante, et bien entendu pour ce genre de... Quand ils voient dans le laboratoire de ces petites souris qui s'entretuent entre elles, ben, ils étaient heureux de voir que certaines étaient prêtes à vendre leurs propres frères ou consorts, les trahir, les dénoncer. C'était du billard pour cette hiérarchie, du billard. Vous savez, quand vous voyez le comportement de ces employés, il n'y a même pas besoin pour le manager, il suffit d'activer quelques boutons, quelques leviers pour que toute la dégueulasserie, dégueulasserie humaine se manifeste. Et c'était de la dégueulasserie de grouillots, de petits employés. Alors ces gens-là, vous savez, que j'ai fréquentés, avec lesquels j'ai partagé des repas, avec lesquels j'ai partagé des cafés, avec lesquels j'ai discuté pour mieux sonder leur nature, leur âme. Quand j'ai vu à quel point ils étaient médiocres, ils étaient bêtes, ils étaient parfois d'une stupidité, mais inouïe. Quand j'ai vu ces gens qui avaient fait 30 ans dans l'administration et qui étaient d'une bêtise, mais d'une bêtise vous ne pouvez pas vous imaginer. On ne peut pas s'imaginer. Eh bien, je me dis parfois, l'élite, vous qui cherchez à les conduire, ce troupeau, vers leur propre fin, parce que vous voyez qu'il y a bien trop de bouches à nourrir maintenant, et que pour vous c'est de la chair à canon, que cette masse qui s'entretue entre elles comme ça, qui passe son temps à s'entretuer à travers des guéguerres intestines de grouillots, eh bien je comprends que cette élite, elle n'ait pas trop de scrupules à éliminer et à mettre en place un plan qui forme de plan génocidaire qui consiste à les effacer de la carte. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça représente une perte? Avoir la compassion pour ça, la compassion pour ces gens qui font de la délation, qui s'entretuent, qui se critiquent, qui sont en train de se piéger les uns les autres, qui sont jaloux simplement parce que je ne sais quoi de plus que l'autre. On peut comprendre le point de vue de l'élite aussi. On peut comprendre son mépris. On peut comprendre son regard qu'elle pose sur cette masse qu'on appelle le peuple. Alors oui, c'est clair que tout cela a été plus ou moins encouragé à l'école, avec les médias, les jeux débiles, etc. Les réseaux sociaux, tout cela a été encouragé. Donc c'est aussi d'une certaine manière, on récolte la monnaie de sa pièce, le peuple récolte la monnaie de sa pièce.
C'est bien joli de dire, de prétendre, ah, ils sont riches, ah, ils aiment l'argent, ils sont puissants avec leur argent, ils nous méprisent. Bah oui, mais ils vous méprisent peut-être parce que vous êtes également méprisable dans vos comportements, dans votre attitude. Si vous aviez un peu de grandeur d'âme, si vous aviez eu un peu de grandeur d'âme et vous aviez manifesté un peu de solidarité et de compassion pour vos frères et sœurs qui souffrent, peut-être que cette élite aurait eu un autre point de vue vous concernant. Peut-être qu'elle aurait orienté ses choix autrement. Mais vous vous comportez comme des sauvages entre vous, comme des égoïstes. Vous vous comportez avec, en plus, beaucoup de médiocrité. Vous élevez vos enfants avec une médiocrité inouïe. Vous avez laissé vos enfants devant des écrans tout petits. Vous les avez même pas encouragés et vous avez même pas pris la peine d'étudier, de comprendre en quoi cette addiction aux écrans pouvait être nocif pour vos propres enfants. Il suffisait simplement de leur interdire le téléphone, les écrans, et de les éduquer comme cette élite les éduque dans des écoles où les écrans sont interdits. Vous avez tout, Internet, tout ça, vous ne prenez même pas, vous vous êtes laissé berner, endoctriner pour le pic-pic, vous n'avez même pas cherché à savoir, à comprendre, alors que c'était à la portée de tout le monde de voir. Les effets secondaires, ils sont en train d'arriver aujourd'hui. Et puis vous pleurez, aïe, 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 j'ai un AVC, maman elle a un AVC, ah bah oui. Ah mon fils il a une myocardie, ah bah oui. Oui mais ça on vous l'avait dit il y a 2 ans. Certains l'avaient dit, de grands professeurs. Mais bien entendu, c'était tellement facile de se soumettre à la doxa sans aller chercher l'information. C'est tellement difficile avec son portable d'aller chercher l'information sur des sites alternatifs pour avoir un an. Surtout pas, on ne veut pas savoir. Et vous êtes en train, pareil, de vous laisser endoctriner concernant la Russie, concernant le conflit. Vous vous laissez endoctriner toujours. Le méchant, c'est Poutine. Le gentil, c'est Zelensky. Cherchez Zelensky, allez chercher, vous verrez. Et sans arrêt, vous vous faites berner. Et l'élite s'aperçoit qu'elle peut tout faire avec vous. Elle peut tout. Ah, bon, bah je vais éteindre mon portable. Non. Alors. Ah, c'est le retour. Bon, je vous quitte.